Eh oui, ça continue de décrypter pendant la pause. Il y a beaucoup de choses à dire sur la situation au Burkina Faso qui évolue à chaque instant. Je vous le rappelle que nous sommes en direct, bien sûr. Le sommet de la CEDEAO, on me le dit à l'oreillette, est terminé. On n'a pas encore de nouvelles. Peut-être qu'on aura... je rappelle que ce sommet de la CEDEAO a connu une réunion menée par Macky Sall dans une tentative de médiation. On verra ce que ça... Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette tentative de médiation? Après, je vous referai réagir sur le... Je vais être franc. Oui. Rien du tout. Sauf que... Non, rien du tout. Non, de Bachir, je m'y attends. Non, je partage pas. Mais rien du tout. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a 12 points ou 13 qu'ils ont mis sur la table. C'est pas mal. Mais il y a 2 qui ne passeront jamais, en tout cas dans l'opinion publique burkinabé. Et c'est là où ça va se jouer, en tout cas l'aboutissement de tout ça. La population civile a toujours dit dès le départ, jamais ils ne pourront passer comme des gens qui auraient une prime de coup d'État. C'est-à-dire que faire table rase, oublier qu'ils ont été hors la loi, mais en tout cas de manière constitutionnellement impardonnable. Donc il faut qu'ils passent, qu'ils soient jugés, et ils ne passeront pas comme si de rien n'était. Il semble que l'armée a décidé de durcir le ton pour suivre la volonté de la population. Je vous le dis, ça, on me le dit dans l'oreillette. Justement, parce que l'armée, juste je finis, président, si vous permettez. Si je dis président, c'est pas du Burkina Faso, c'est des comédiens, voilà. Bon, juste parce que l'armée, justement, pourquoi l'armée a pris tout ce temps-là? On reprend la révolution dès le départ, il y a 1 an. L'année dernière, oui. On a laissé la population civile, donc la société civile, les associations, les syndicats. Aujourd'hui, les syndicats ont paralysé tout le pays. Tout le pays, oui. On est d'accord. Les syndicats, quand même, c'est une force bien constituée. Les syndicats puissants au Burkina? Je pose la question. Ils sont tous... C'est la grève générale. C'est puissant. En tout cas, la conséquence... Ils sont devenus très puissants. Oui, la conséquence, parce que c'est très dépolitisé finalement. Parce qu'ils ont pris une position qui est systématiquement, on ferme tout, on va asphyxier l'économie du pays et on va arrêter les dégâts. La population joue le jeu. La population s'est mise devant l'armée en disant, écoutez, nous, on n'a pas d'armes, on ne va pas casser, mais on va occuper la rue jusqu'au jour où vous décidez de vous retirer dans vos casernes. Donc je pense que ce n'est pas tenable pour un pays qui est enclavé. Vous voulez dire les respects. Le régiment, quoi, finira par retourner en caserne. Ça, c'est sûr, sinon il y aura mascarade, il y aura tir tout de suite entre les deux armées. Ça, c'est sûr. Mais sommet CEDEAO, le rôle de la CEDEAO est quand même important. C'est important, mais ça ne passera pas. Il est important parce que les différents antagonistes, pour sortir de crise, ont quand même besoin d'une autorité morale qui fasse jonction, que les uns cèdent aux autres. Sinon, c'est face à face, c'est la confrontation. Or, personne, même les Burkinabés, ne veulent pas de la confrontation en réalité, parce que c'est totalement destructrice pour le pays. Donc la CEDEAO a un rôle à jouer. Maintenant, je ne peux pas préjuger du type de solution qu'elle va proposer, mais elle ne peut pas baisser le bras. Elle ne doit pas baisser les bras. Elle doit chercher à imposer une solution, une sortie de crise, d'une manière ou d'une autre. Et il est même de l'intérêt de la CEDEAO, parce que le Burkina, c'est un pays central. Et le Burkina instable, c'est tout. S'il s'effondre, c'est toute la région. C'est toute la région qui va s'effondrer aussi. Autre chose, parce que là, à propos du tweet... Dernière déclaration de Macky Sall, je vous le dis, on est vraiment en direct. Je vous dis exactement il y a urgence à agir. Bon, ben voilà. Oui, c'était depuis tout à l'heure. Il l'a dit à 18h. Il l'a dit à 18h. Oui, il l'a dit à 18h. Mais sauf que Macky Sall n'a pas le choix. C'est lui qui a été aux négociations dès le départ. Parce que son titre de président de la CEDEAO, donc c'est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa mission de chef de président de cette organisation le conduit à agir à chaud déjà. Tout de suite, il est venu sur Burkina Faso. Il fallait trouver un avion, il fallait y aller, tout était fermé. C'est un avion de l'Aram qui l'a amené à Ouaga. Bon, ça, vous étiez, oui, effectivement. Voilà. C'est un avion de l'Aram. Donc, on parlait d'implication du Maroc. Faut le dire quand même. Oui. Mais non, mais justement, on parlait d'implication du Maroc dans tout ça. Le Maroc est impliqué de manière... Mais bien sûr. En tout cas, voilà, un avion de l'Aram qui a été affrété. Bon, je termine juste sur ça. Parce qu'en fait, il est parti au moment où vraiment c'était le début de la tension. Il a explosé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé le jeu en proposant un projet. C'est important tout ça. Mais dès sortie de ce projet, la population civile a dit non. Ces deux questions-là, impossible. Ils sont partis, le sommet d'Abuja au Nigeria aujourd'hui, toute la journée. Ils ont repris les mêmes 13 points proposés que déjà le président de la transition, Zida, disait on ne m'a pas consulté par rapport à ces points. Non, vous voulez parler de Kafondo. Non, Kafondo, pardon. Michel Kafondo disait qu'on ne m'a pas consulté, donc je n'ai pas été associé à ce projet.
ce que le... Ce qui est complètement Mais en tout cas, démenti par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui disait que non, c'est pas vrai. Ce à quoi il faut ajouter, juste si vous permettez, que Kafando n'est pas une force politique. Justement. Parce que Kafando est un personnage à la retraite qu'on est allé chercher justement pour la transition. Parce qu'il n'est pas une force politique. Donc ça complique un peu les choses. Juste, je termine sur ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le CEDEAO, ayant fait son projet de protocole de sortie de crise, ils sont partis discuter sur ces points-là. Mais qui représente aujourd'hui le Burkina Faso à cette discussion? Mais personne. Mais personne. Ils se sont tous braqués en disant, mais écoutez, de toute façon, discuter, mais nous, sur ces 2 points, c'est net, quoi. Juste une nuance, si vous permettez, c'est pas tout à fait personne. Ils ont négocié avec les partis politiques de l'opposition classique. Ceux qui se sont braqués et s'opposent, c'est ceux qui tiennent véritablement la rue. La rue de Ouaga. Oui, même à Bobo Diallo aussi. Oui, voilà. C'est les associations de la société civile. Et là, c'est ça qui complique énormément les choses, parce que avec qui négocier, etc., qui, comment. Et ça coincé sur 2 points fondamentaux. 1, l'amnistie pour le RSP. 2, ce qui passera pas. Faire ouvrir les élections aux anciens de Blaise. Et ça passera pas. Ça encore, c'est plus plausible. Oui, c'est plus légitime. Voilà. Mais il y a 2 choses aussi qu'il faut. Moi, il y a quelque chose hier, quand je voyais les images qu'on a rapportées de Michel Kafando. Déjà, je ne comprends pas. Sur Médian TV. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas. Ce monsieur, bon, déjà le RSP, il l'a libéré, ça pose aucun problème. Zida, d'ailleurs, quand il a été libéré, il est parti chez lui. Et Kafando, il est parti à l'ambassade de France. Et il y est toujours. Ouais, il a dit qu'il n'était pas en sécurité chez lui. Peut-être qu'il habite une case perdue quelque part. Oui, mais c'est pas vraiment menacé. Quel rôle joue la France là-dedans? La France et les États-Unis jouent un rôle important. Ils essayent de ramener à la transition. C'est le rôle qu'ils ont joué, vous vous rappelez, l'année dernière, en disant, bon, c'est difficile. Alors, Kafando, déjà, on le dit très très bien que ce n'est pas une véritable force politique, il n'a pas vraiment ni d'appui social, ni rien du tout, mais le fait... Alors, il était ancien ministre de Blaise. Oui, et quand on le voyait, il y a Macky Sall assis comme ça, et il lui tournait presque le dos. Il lui tournait presque le dos avec un regard triste, nerveux, et juste, je vais faire de la sémiotique et de l'imagologie, mais c'était quand même très très grave. Donc déjà, la position, l'emplacement, ça me dérange personnellement pour comprendre ce qui s'y passe, et je me pose la question, quel rôle? D'ailleurs, c'est connu de tout le monde, une ambassade occidentale, que ce soit celle des États-Unis ou de la France, dans une capitale africaine, ça écoute tout. Oui, presque ça écoute tout, ils sont au courant de tout. Non, vous savez, et généralement, si vous permettez, juste non seulement l'ambassade écoute tout, mais vous savez que les négociations se passent à l'hôtel, comment il s'appelle, Laïco, et qu'en fait, c'est quasiment, vous pouvez venir entrer, écouter dans le hall et discuter avec les uns et les autres. Notre ambassadeur était présent, d'autres ambassadeurs, nos journalistes étaient présents. C'est un souk, quoi. Voilà. Ça se passe dans la salle, mais dans le hall, vous avez... C'est déjà quelque chose de positif. On n'a pas répondu au tweet que je vous ai lu tout à l'heure. Je crois qu'il y a des lobbies régionaux derrière le coup d'État au Burkina Faso pour déstabiliser toute la région. On y répond juste après un sujet de Alison Fernandez. Justement, ça nous permettra d'élargir la discussion sur les pays qui sont autour. L'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, est une des régions du monde qui connaît le plus de crises. Un chiffre en témoigne. Ces 15 dernières années, 24 chefs d'État ont été forcés à quitter le pouvoir. Quelques exemples. En 2010, au Niger, le président Mamadou Tandja, au pouvoir depuis 11 ans, est renversé par un coup d'État militaire après avoir dissous le Parlement. Au Mali, en 2012, un coup d'État est lancé par des militaires à la suite des rébellions du Nord Mali avant l'élection présidentielle. Il aboutit au départ de Amadou Toumani Touré. L'année suivante, en Centrafrique, François Bozizé est renversé. Il avait lui-même renversé en 2003 le président de l'époque, Ange Félix Patassé. En 50 ans, le continent africain a connu plus de 80 coups d'État. Dans leur majorité, ces pays, secoués par des coups d'État, sont devenus indépendants dans les années 60. La question de la construction de l'État se pose donc. Des États souvent faibles et sans moyens, où les dirigeants manquent sérieusement de légitimité aux yeux des populations, et ce pour plusieurs raisons. Multiplication des putschs, élections truquées, changement de constitution pour se maintenir au pouvoir. À noter que 8 des 54 chefs d'État africains actuellement au pouvoir ont réussi à s'y maintenir à la faveur d'une modification de la constitution.
et un tiers de ses dirigeants a plus de 70 ans. Le doyen est Robert Mugabe, président du Zimbabwe, 90 ans, qui vient encore de faire modifier la constitution pour briguer un nouveau mandat. Enfin, soulignons que depuis les années 80, tous les indicateurs macroéconomiques, sociaux et sanitaires se sont dégradés en Afrique. Le chômage ne cesse de croître, la croissance promise par les bailleurs de fonds n'est pas au rendez-vous et les réfugiés se dénombrent par milliers. De quoi accroître les tensions. Paupérisées, les armées sont devenues une menace constante pour les régimes de nombreux pays. Que dire sur cette situation? C'est vrai qu'il nous faudrait beaucoup plus de 60 minutes. Ça a tout résumé, vous avez plus rien. Je pense qu'il y a quand même une sorte de parti pris dans ce résumé aussi, il faut le dire. Il ne faut pas aussi mettre dans l'oreille des téléspectateurs, dans les yeux, nous écoutent, dans les yeux peut-être aussi, il y en a qui écoutent aussi en roulant, je crois, que coup d'État, c'est Afrique. Quand on dit Afrique aussi, je pense que les 80 coups d'État depuis 1952, il faut aussi partir de l'Égypte. Ça a commencé comme ça quand même. Quoi. On a connu le premier coup d'État en Égypte. Quoi. Donc il faut aussi repasser par l'Afrique de manière transversale, de gauche à droite et de l'est en ouest. Donc, je vais être simpliste et naïf. Je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a un business model du coup d'État? Est-ce qu'on ne sait plus faire autre chose qu'un coup d'État pour accéder au pouvoir? Déjà, il faut faire la différence. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, la majorité des coups d'État qui se sont passés à l'époque, ce n'étaient pas seulement des coups d'État afro-africains. Énormément de coups d'État étaient manigancés par des forces étrangères. Rappelons-nous, Bob Dinard, qu'est-ce qu'il faisait? Il était même presque le président des îles du Comores. Ça me revient à la question que je vous ai posée depuis tout à l'heure, depuis le tout, on n'y a pas répondu. Je crois qu'il y a des lobbies régionaux derrière le coup d'État au Burkina Faso pour déstabiliser toute la région. Ça fait partie alors, il y avait les coups d'État fomentés soit par l'Occident, soit par les pays de l'Est, à l'époque, dans ce cas-là, donc il y en a énormément. Après, c'est devenu quand même aussi une sorte de solution pour énormément de pouvoirs locaux pour arriver au pouvoir. Et surtout pour les militaires. Mais parfois, il y a des coups d'État incompréhensibles. Quand on voit un sergent-chef qui arrive à la tête de l'armée, où sont les officiers, où sont les structures? Quand on voit un capitaine, professeur de langue, comme au Mali, un professeur de langue, c'est-à-dire, ce n'est même pas une véritable force militaire. Mais c'est tellement compliqué. Il n'y a pas de sociologie du coup d'État? De sociologie du coup d'État, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a deux points fondamentaux à retenir, à savoir, c'est que, d'abord, c'est que les États sont faibles. En tant que structure administrative, en tant que structure d'exercice du pouvoir, on a affaire... Là, on a des rouages administratifs qui là où se produisent les coups d'État, en fait, on a des États qui sont très faibles. D'accord? Premier point. Et celui qui détient les armes, en fait, peut faire face à tout le monde. Premier point. Deuxième point, il y a un élément fondamental qui pourra peut-être servir de leçon. C'est là où il y aurait des études à faire. C'est qu'en définitive, les élections en Afrique, dans le monde arabe aussi d'ailleurs, ne suffisent pas à donner la légitimité. D'accord? Légitimité est une notion beaucoup plus large, beaucoup plus forte, et on se rend compte qu'en définitive, même un pouvoir élu, en définitive, peut être remis en cause d'un moment à l'autre par un sergent, comme vous avez dit, ou par d'autres, et on laisse faire. C'est le cas au Burkina, on a parlé de report d'élections. Est-ce qu'on peut croire à des élections qui vont être faites? Et si elles sont faites, on aura de toute façon ça pourrait se faire. Mais juste pour répondre à... Oui, on va en faire d'abord. Là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il y ait d'influence sous-régionale. Sinon, il n'y aurait pas cet élan aussi, régional et sous-régional, pour résoudre le problème. Ça pourrait servir à quoi? Je veux dire qu'il y a des intérêts derrière. Ça pouvait se faire à un moment où il y avait des intérêts et des revendications de frontières et tout ça. Ça n'est plus le cas pratiquement. C'est un problème burkinabé, je pense, interne. Voilà, c'est un problème de calcul politique aussi, il faut le dire comme ça. Parce que là, on était quand même à 3 semaines de l'élection, des élections et de l'élection présidentielle. On était à 3 semaines. En fait, la campagne commençait... Oui, elle commençait le surlendemain, quoi. Oui, effectivement. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont quand même repris l'enquête sur la mort de Sankara, Thomas Sankara. Et l'enquête arrivait à terme. On devait rendre public les résultats le 19 ou le 20. Et puis tout s'est accéléré comme par hasard. On nous a dit à un moment, écoutez, peut-être c'est le président Compaoré quelque part qui a manigancé le truc, qui tire les ficelles. Non, peut-être pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a exclu une partie, M. Dilami tout à l'heure parlait de ça, on a exclu une partie du processus politique. La classe politique. Et cette partie-là, c'est le CDP, c'est le parti majoritaire au départ, qui était au pouvoir pendant 27 ans. Et là, il y a des intérêts. Justement, il y a beaucoup d'intérêts. Justement, qu'est-ce qui va se passer si on exclut ces gens-là? Donc, ils ne seront même pas au pouvoir politique pour pouvoir défendre les intérêts de ceux qui les ont. Oui, voilà. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, on s'est dit, tiens, il faut arrêter tout ça, et puis on repart sur des palabres qui vont durer encore peut-être une année. Mais aujourd'hui, l'élan de la CEDEAO, c'est là où je dis chapeau bas à la CEDEAO. Il a pris tout de suite le taureau par les cornes, ou chez nous, c'est la vache par les cornes. Donc ça élude tout soupçon de manipulation extérieure. C'est clair. Ah. Et ensuite, tout de suite, on a eu l'UA, l'Union africaine, tout de suite a réagi, l'Union européenne a réagi, la France individuellement a réagi, le Tchad, le Niger, tout le monde a réagi finalement. Ce qu'on n'a pas entendu, c'est seulement les présidents encore de la sous-région et de l'Afrique de manière générale qui veulent se maintenir au pouvoir, qui sont en train de dire comment je vais faire moi aussi pour passer ce câble-là. On ne les a pas entendus du tout. On ne les a pas entendus et on ne les entendra pas. Alors, revenons à la région. Qu'est-ce qui explique vous avez vu ce reportage, je vous dis que tout a été dit là-dedans. Est-ce que finalement la fragilité, vous avez parlé de rouages administratifs qui ne sont pas huilés et qui permettent l'effondrement très, très rapidement, c'est aussi dû à la balkanisation des États africains? On a des 54 États africains. Est-ce que ça aussi, ça fragilise? Au fait, on est aussi dans un problème qui est lié à la naissance de l'État en Afrique. C'est vrai que il y a des espaces historiques qui ont une grande tradition politique historique avec des États, l'Éthiopie, juste pour donner un exemple très très loin de l'Afrique, l'Éthiopie qu'on oublie, et le Mali quand même, un grand empire à l'époque, la République c'est un tout petit peu l'héritière d'un grand et ancien empire de la région. C'est vrai. Le problème aussi c'est que l'État-nation est une totale fabrication coloniale, avec des frontières complètement artificielles. C'est vrai que toutes les frontières dans le monde sont artificielles. Mais le problème, c'est que les frontières sont issues de contradictions internes, qu'elles soient en Espagne, c'est-à-dire la frontière entre l'Espagne et la France, elles sont issues des contradictions hispano-françaises. Le problème, c'est que nos frontières sont la résultante de contradictions inter-européennes. Si le Togo est là, c'est parce qu'il y a eu des contradictions franco-allemandes et britanniques. C'est un génie d'anticipation chaotique coloniale. Ça a commencé avec la conférence de Berlin et avec les différentes colonisations qu'on a établies dans le départ. Et l'Afrique, elle a subi la conférence de Berlin, elle a subi la défaite de l'Allemagne la Première Guerre mondiale où on a départagé les possessions allemandes, et par la suite l'Afrique elle a subi quelque chose de très très grave, les contradictions entre la Grande-Bretagne et la France, parce qu'ils se sont départagés ces espaces entre eux, et puis ça a construit des États parfois sans, par exemple le Burkina qui n'a pas d'appui à la mer, qui est complètement enclavé. On a construit des États qui n'ont pas lieu d'être, principalement du moment que ce sont des parties d'autres États comme la Centrafrique, et en fait, et des États à l'intérieur de l'État. Tout à l'heure avec Béchir on parlait de la Gambie à l'intérieur du Sénégal, où on a fait des Wolof. Nous on vit bien, nous on vit bien. Si vous me permettez, il y a la structure de l'État moderne, tel qu'il s'est installé en Afrique, ne coïncide pas forcément avec la structure de la société, les structures fondamentales de la société. C'est ça qui fait que ça demeure quelque chose d'artificiel. Regardez ce qui se passe dans la région. Vous m'excuserez de prendre comme exemple le Sénégal. Le Sénégal a installé un État moderne, mais il y a des structures sociales religieuses qui sont très fortes et qui, en période de crise, interviennent pour ramener. On appelle ça les soupapes chez nous. Et ça fonctionne très bien. Ça a permis de faire fonctionner la démocratie. C'est une tradition historique aussi. Exactement. Ça a permis de faire fonctionner la démocratie elle-même. Alors j'aimerais revenir sur le facteur ethnique. Vous voyez cette carte, ça c'est le Burkina. Vous voyez que les langues qui sont parlées, on voit le Maoré qui est quasiment à 50%, c'est la langue la plus usitée. Et après, on voit une multitude de langues qui sont liées à des ethnies. Le Fulfulde, on va pas les citer. Le français arrive en langue vraiment en très très minoritaire, c'est la langue officielle. Le caractère ethnique, il est important là aussi. Je veux dire, c'est commun à toute l'Afrique. À toute l'Afrique, l'Afrique noire, il est présent partout. Pourquoi? On parlait de découpage des frontières. Forcément, on parlait l'exemple du Sénégal, dont la Gambie est dedans. Pour aller en Casamance, à Ziguinchor, dans la capitale sud du Sénégal, il faut traverser la Gambie. Et la Gambie, c'est un doigt dans l'œil du Sénégal, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Donc il faut traverser, et la frontière, elle est fermée à 18h. Voilà. Donc quand tu arrives au-delà de 18h, tu attendras demain pour aller en Casamance. Voilà. Donc c'est des découpages quand même un peu. Voilà. Donc on retrouve quoi? Des populations de part et d'autre, des frontières artificielles qui sont les mêmes populations.
C'est valable pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est valable pour le Ouaga et Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Togo, etc. Donc c'est valable pour toute l'Afrique. Donc ce n'est pas un problème en tant que tel. Les ethnies, parce qu'elles existent. Mais M. Dillamy parlait de coexistence de ces ethnies-là avec l'État moderne. Il y a certains États qui ont choisi de nier complètement ces ethnies-là, donc de faire table rase comme si de rien n'était et essayer de faire incarner une nouvelle société moderne. Non, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a des réalités culturelles, sociales, qui font qu'il faut composer avec, et ça marche très bien. Au Sénégal, pour le moment, ça marche très bien. Parler des confréries religieuses, nous, on est en 3 grandes confréries. Voilà. Ils jouent un rôle de soupape. Franchement, pour les gens qui n'ont pas compris, vous êtes sénégalais. Ouais. Voilà. Nous, on le sait. Mais il est marocain. Il est plus marocain que sénégalais. Oui. Il était sénégalais il y a longtemps. Il y a quelque chose de très important. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui, on utilise énormément ce terme ethnie. Quand même, il faut, quand même, en termes anthropologiques, ça a un peu été dévié aussi par des études coloniales et puis par les régimes politiques en place parce qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui ethnie pour se maintenir au pouvoir. Il y a beaucoup de présidents qui se sont basés sur leur appartenance, parfois leur appartenance tout simplement villageoise. Et par la suite, ils ont extrapolé pour que ça devienne une ethnie. Vous savez qu'aux États-Unis, pendant longtemps, il fallait être blanc, il fallait être pour pouvoir être président. Oui. Donc, non, ça joue aussi. Dès lors qu'il n'y a pas de négation du système social, ça marche. Le problème aussi, c'est que, d'ailleurs, parler d'ethnie quand on est à 23, 25, 30 millions, les Yoruba au Nigeria, c'est plus de 25 millions. Est-ce que c'est une ethnie ou un peuple? Il y a une grande différence. Ça, c'est un problème aussi. Mais ces ethnies, ils ont toujours vécu, disons que ce sont des composantes sociales avec des différences culturelles bien affermies et où il y a un semblant de vouloir vivre ensemble au sein d'une conception culturelle et non pas raciale. C'est ça le grand problème. Bon, bien sûr, la colonisation a fait en sorte que c'est devenu racial. Les indépendances, pour construire la notion d'État et pour continuer, on a construit l'idée de nation autour d'un certain nombre de conceptions ethniques. Et le problème, c'est devenu un élément, soit de fragilité, soit de force pour les éléments. Le problème aussi, c'est que ces ethnies, c'est devenu un moyen pour l'ensemble des prétendants au pouvoir afin d'arriver. Et ils peuvent être utilisés à tort, à travers, par n'importe lequel, que ce soit par une armée, par une force économique aussi, même par une société civile. Même le droit à la différence peut être exigé afin de pouvoir se mettre en place. Autre chose, quand on parle de langue nationale, beaucoup d'États africains aujourd'hui, s'ils ont choisi le français ou l'anglais, c'est juste pour se prémunir de ce grand problème. Non, quand on a des pays, parfois, d'accord. Là, je suis pas d'accord. Quand on a un pays avec, non, je suis pas d'accord. Non, mais voilà, quand on voit la proportion qui parle français, c'est ça vient en 13e position. Un certain nombre de pays. Mais non, ça c'est des statistiques. On peut les faire dire ce qu'on veut. Mais la réalité... Oui. Mais oui, tout le monde parle. Est-ce que tout le monde parle français ou pas, en tout cas? La plus usitée, c'est le français? Officielle, c'est le français. Et la plus utilisée? Ne parle pas. Les Tout le monde gens ne parle qui sont pas. analphabètes. Mais quand on va à l'école, on apprend le français. Donc, il faut pas mais qu'est-ce qui fait qu'un État n'admet pas sa langue officielle? Mais non, ça c'est un débat, c'est vraiment partout. C'est un autre débat. Si on parle là-dessus, ça va être un modèle d'instabilité. Revenir au Burkina. Bachir, après Sidélé. Allez-y. Non, j'ai ramené vers vous. Ouais, merci. Voilà, comme quoi il n'est pas dictateur. Non, justement, pour le français, je pense que ça c'est des statistiques. Prenons le cas du Congo. La République du Congo, c'est un grand pays de par sa population déjà. C'est beaucoup de langues, beaucoup de dialectes. Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est de trouver les plus grands dialectes du pays et en faire des langues nationales. Ils ont pris le Lingala, le Swahili, le Kikongo et une 4e langue, je ne sais plus comment. En tout cas, ça a permis d'avoir 4 grandes langues et puis des dialectes un peu partout. Mais le français étant la langue du travail, donc c'est de la langue officielle. Si tu vas à l'école, tu la parles. Donc ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas passé en avant nos langues qu'on a des problèmes. Non, si on avait mis le Wolof au Sénégal, peut-être les tout-couleurs vont dire pourquoi le Wolof. Si on avait mis le Darija au Maroc, les Berbères vont dire pourquoi, etc. Donc voilà, c'est le chemin. Bon, je ne voulais pas citer le Maroc, comme ce n'est pas en Afrique. Comme ce n'est pas en Afrique, donc voilà. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais quand même savoir. Sur le Burkina. Oui, Sidélé. Il est évident que les putschistes Diendéré ne peuvent pas avoir gain de cause. Premier point.
Deuxième point, je pense que toutes les puissances les plus importantes sont convaincues de ça. Il ne faut pas que le Burkina explose. Parce que si le Burkina s'embrasse, s'il y a confrontation entre l'armée, disons régulière, et le RSP, ça veut dire que... Oui, mais alors justement, dans la région, qu'est-ce qui peut se passer? Où est-ce que ça peut C'est la porte ouverte à Boko Haram, c'est la porte ouverte aux courants extrémistes qui traverseraient le Mali. D'ailleurs, c'est des gens embrasés aux alentours. C'est toute la région qui va subir les conséquences. Et ça, c'est inadmissible. Personne ne peut admettre cela. Déjà, le Burkina, c'est un acteur très important dans la stabilité du Mali. Exactement. C'est très important. En plus, par rapport aux autres régions, le Niger, et puis... Donc, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite d'un putsch? Je reviens juste à l'environnement, ce dont on a parlé. Suite à un putsch, il n'y a que le Mali, Guinée et Niger, où il y a eu des élections par la suite. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Non, je pense que le Burkina, c'est un tout petit peu spécial. C'est un putsch qui n'en est pas un. Voilà. Au fait, voilà. C'est un groupe politico-militaire, parce qu'il faut voir qu'il y ait une liaison quelconque entre, bien sûr, c'est sûr, entre l'ancien parti de Blaise et ce sont des gens qui veulent avoir leur part de ce gâteau politique. Soit en étant une opposition affermie où ils peuvent défendre leurs intérêts, ainsi que les militaires, ils veulent avoir une sortie assez honorable, ce petit régime en 2300 ans. Voilà. Et le jour où on trouvera le moyen de les préserver plus ou moins dans un certain nombre d'intérêts politico-militaires, je pense que ça va se résoudre. Le problème, comme avait dit Béchir, c'est qu'il y a une société civile très importante, et principalement de jeunes, qui ont souffert de ne pas avoir, parce qu'ils ont souffert pendant des années, parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir. C'est plausible d'avoir les élections? Oui, c'est plausible. Oui, c'est plausible. Mais il va falloir trouver le moyen de satisfaire ces jeunes. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu fougueux, ils n'arrivent pas, on n'arrive pas, parce que quand même, ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des organisations politiques avec un électorat derrière, etc. Ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir non plus. Oui, et c'est ça. C'est un peu comme le mouvement du 20 février, c'est comme les groupes de pression. Et ça va être leur faiblesse. Il y a des élections le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça peut jouer aussi? Je rappelle encore une fois, comme on a dit, qu'il y a 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Oui. Mais si le Burkina Faso vole en éclat, à moyen terme, ça aurait des répercussions sur la Côte d'Ivoire. Mais pas sur l'élection. Non, pas sur l'élection elle-même, mais sur le pays lui-même, par la suite. Par contre, ça peut renforcer les présidents qui s'accrochent tout autour. Là, je parle de Gnassingbé, le fils de Gnassingbé, et Adama, voilà, son fils, voilà. Le fort Gnassingbé, qui s'accroche aussi, qui veut s'accrocher. Et plus haut aussi, il y a tout, les stations de Gesso et tout ça. Donc, les populations, ils ont peur de l'anarchie. Alors, on dit, voilà. C'est moi qui ai la parole, même si vous êtes le professeur de... Moi, j'ai plus rien à faire, c'est très bien. Faisal, je règle ça tout seul. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste, je disais plus sérieusement qu'effectivement, il y aura des répercussions. Simplement, il y aura des opportunistes qui vont saisir cette instabilité-là pour en faire un argument aussi, pour se maintenir encore plus au pouvoir, tout autour. Bon, c'est ça qu'il faut craindre. Mais sinon, les élections prévues dans les pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, ça se passera comme une lettre à la poste. Alors, Monsieur Dillamy, je rappelle encore une fois que le premier hebdomadaire économique, l'économiste du Faso, vous avez peur pour votre investissement? C'est un petit investissement, il n'y a pas de problème. Oui, non, je n'ai pas peur pour l'investissement, mais c'est évident que cette crise qui a duré 1 an et la suite, retarde, si vous voulez, le seuil d'équilibre de l'investissement, c'est évident. Mais bon, je n'ai pas vraiment. J'ai envie de dire, effectivement, pour recouper les infos, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations, il y a les radios, RFI pour ne pas les citer, ou les télévisions, et très souvent aussi, c'est des reporters aussi de salon, quoi, de leur chambre d'hôtel. Moi, j'appelais effectivement les confrères de l'économiste du Faso, que j'ai connu ici, qui était en stage de formation avant de se lancer. J'appelais Abdoulaye Tao, qui est le rédacteur en chef, et on faisait des reportings comme ça pour juste savoir ce qui se passe réellement, parce que lui, il est sur le terrain aussi, il est burkinabé, donc il peut se confondre bien plus facilement dans la foule que je vois un reporter, voilà quoi. Donc c'était bien aussi. Le meilleur reporter qu'on a eu qui est revenu, c'est M. Dillamy. Vous êtes revenu in extremis lundi, on le rappelle, avec un vol de l'arabe. Je n'étais pas inquiet. Oui. Franchement, je veux dire... On n'était pas. Mais les frontières là sont fermées. Nous n'étions pas inquiets. Nous nous étions inquiets pour le pays, mais nous n'étions pas inquiets pour notre sécurité personnelle.
Parce que lui, ça ne s'est jamais posé. Lui, il est logé à la bonne enseigne, quoi. Quand il est là-bas, il faut le dire. C'est non, protégé. Je veux dire, c'est protégé, les hôtels, les grands hôtels sont J'allais au journal, non, j'allais au journal. Bachar Tiam choisit toujours le bon timing parce que c'est la fin, on doit rendre l'antenne. Merci messieurs. 60 minutes pour comprendre, c'est 60 minutes pour apprendre aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion. À demain.